Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un article du Los Angeles Times qui avance une idée assez provocatrice. L'idée, c'est que l'approche un peu alarmiste du changement climatique, celle qui a vraiment dominé les débats, eh bien, elle serait en train de vivre ses derniers instants. Et à la place, on verrait émerger autre chose. Oui, un réalisme beaucoup plus pragmatique, plus centré sur l'économie, sur les préoccupations du quotidien. Notre mission, ça va être de décortiquer cette thèse. On va regarder les preuves que l'auteur met sur la table. Les discours des dirigeants, les sondages. Exactement. On va examiner tout ça, des grands discours aux sondages d'opinion, en passant par des exemples très concrets, pour essayer de comprendre si ce basculement est bien réel. Oui. Et le but, c'est de saisir la thèse centrale de l'article. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce grand élan pour une transformation radicale de nos sociétés, qui semblait franchement inarrêtable il y a quelques années, pourquoi est-ce qu'il a l'air de s'essouffler aussi vite? C'est ça. C'est le vrai mystère qu'on va tenter d'élucider en suivant le raisonnement de l'auteur. Parfait. Alors, pour commencer, l'article nous emmène là où, disons, les grandes tendances se dessinent. Le Forum économique mondial de Davos. Ah, Davos. Oui, c'est présenté comme l'épicentre de ce changement. C'est ça. L'auteur affirme que le consensus quasi religieux sur le climat qui régnait a été, et je cite, quasiment abandonné. Et il donne un exemple qui est assez frappant, c'est celui d'Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne. Exactement. Pour elle, la transition climatique, le fameux Green Deal, c'était son projet phare, le cœur de son mandat. Tout à fait. Et pourtant, dans son grand discours à Davos en 2026, pas un seul mot dessus. Rien, ouais. Rien. Zéro. Alors que les années précédentes, c'était vraiment le thème central de ses interventions. Ce silence, il en dit très très long. C'est une excellente question. Est-ce que c'est un cas isolé ou... Ou une tendance de fond. Voilà. Et l'article lui suggère que c'est bien plus large. Prenez par exemple Mark Carney. L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, une figure majeure de la finance mondiale. C'est ça. Il y a peu, il parlait encore du changement climatique comme d'une menace existentielle. Il poussait le monde entier vers le net zéro. On se souvient de ces discours, oui, ils étaient très engagés. Eh bien, aujourd'hui, le ton a radicalement changé. Il admet que l'architecture de la résolution collective des problèmes est, je le cite encore, diminuée. En clair, ça ne marche pas comme on l'espérait. C'est un peu ça. Et son nouveau grand projet pour le Canada, son pays, en faire une superpuissance énergétique. On est passé d'un discours de restriction à un discours de production. C'est un virage à 180 degrés, quoi. Et ce virage, on le retrouve aussi aux États-Unis, même chez les démocrates. D'après l'article, le climat, ce n'est plus l'argument de vente principal. Ah non. Non, l'accent est mis sur des choses beaucoup plus immédiates. Le coût de la vie, le prix de l'essence, les aides directes. Le portefeuille, en somme. Le portefeuille a clairement pris le dessus sur la planète dans le discours politique. Qui, d'une certaine manière, est assez logique. Si on a du mal à finir le mois, une menace abstraite prévue pour 2050, elle passe forcément au second plan. L'exemple le plus parlant que donne l'article, c'est celui du maire de New York, Zoran Mamdani. On y apprend qu'il a gagné son élection en parlant du prix des courses et des loyers qui explosent. Et le climat? Il a soigneusement évité le sujet. C'est un signal très fort que les priorités sur le terrain, celles des électeurs, eh bien, elles ont changé. Et l'article présente ce signal non pas comme une anomalie, mais comme la conséquence directe d'un mouvement de fond, celui de l'opinion publique. En gros, les politiques ne feraient que suivre. L'auteur parle d'une, je cite, « lassitude des électeurs face à l'alarmisme climatique constant ». Une sorte de fatigue informationnelle. Après des années de messages catastrophistes, les gens décrochent. C'est ça. C'est tout à fait l'idée. Et il y a des chiffres pour appuyer ça. On apprend que dans les pays du Nord global, les gens lisent et regardent de moins en moins les actualités sur le climat. Ce n'est pas juste une impression alors. Non, non. L'article cite une analyse du Washington Post qui est assez édifiante. En 2025, on a enregistré le plus faible nombre de mentions du changement climatique dans les médias depuis le début de leur suivi en 2022. Le sujet sature moins l'espace médiatique. Et j'imagine que les sondages vont dans le même sens. Il y a cette étude du Searchlight Institute dans les États américains clés pour les élections. Le résultat est sans appel. Les électeurs sont bien plus préoccupés par ce que l'article nomme les préoccupations de portefeuille. Que par les menaces environnementales lointaines. Exactement. Et ça va loin. Toujours selon l'article, les conseillers politiques recommandent maintenant d'éviter complètement les mots « changement climatique ».
Vraiment? Oui, apparemment, ça évoque de mauvaises ondes chez les électeurs. C'est perçu comme un sujet anxiogène et, surtout, coûteux. Et ce n'est pas qu'un phénomène américain, si je me souviens bien. L'article mentionne une grande enquête mondiale du Pew Research Center. Elle a révélé une réduction massive des inquiétudes sur le climat dans de nombreux pays riches. Les gens sont toujours conscients du problème, mais ce n'est plus en tête de liste de leurs angoisses. D'accord. Donc on a les politiques qui changent de discours, le public qui se lasse. On pourrait s'arrêter là et dire que c'est un échec pour le mouvement climat. C'est ça. Mais c'est là que l'auteur prend un virage audacieux. Il ne dit pas que ce changement est un échec. Il affirme que c'est un progrès, une bonne chose. Ah oui? Et comment est-ce qu'il peut justifier ça? C'est le cœur de son argumentation. Il soutient que l'approche alarmiste, pour mobiliser, a dû s'appuyer sur des, je cite, déformations persistantes de la réalité. Et il entreprend de démonter certains de ces grands récits. D'accord. Et le premier, c'est celui sur les catastrophes naturelles. Exactement. L'idée qu'on entend partout, le monde est de plus en plus dangereux, les catastrophes climatiques sont de plus en plus meurtrières. Et c'est là que l'article sort un chiffre qui va complètement à l'encontre de cette intuition. On pense tous que le monde est plus dangereux. Mais pour les catastrophes climatiques, les données montrent l'inverse, et de manière spectaculaire. C'est-à-dire, Oublions l'image d'apocalypse. Les décès liés aux catastrophes climatiques, tempêtes, inondations, sécheresses, incendies, ont chuté de combien? de plus de 97% au cours du siècle dernier. C'est C'est colossal. 97%. C'est énorme. Mais comment c'est possible? L'auteur détaille les chiffres. Dans les années 1920, on comptait en moyenne près d'un demi-million de morts par an à cause de ça. Ces dernières années, moins de 10 000 Et ça, alors que la population mondiale a explosé. elle a quadruplé. L'auteur ne nie pas qu'il y a des catastrophes, bien sûr. Il dit juste que notre capacité à y survivre a fait un bond de géant. Donc, la raison, ce n'est pas qu'il y a moins de tempêtes, c'est qu'on est devenu bien meilleur pour y faire face. Exactement. Il appelle ça la résilience. Et elle vient du progrès de fou, de meilleures alertes météo, des infrastructures plus solides comme des digues, une meilleure organisation des secours, et surtout, la richesse globale qui permet de financer tout ça. Sa conclusion est simple. L'adaptation par l'innovation et la prospérité a sauvé bien plus de vies que les politiques de restriction basées sur la peur. C'est un argument puissant. Et ce n'est pas le seul récit qu'il remet en question. Il s'attaque aussi à un autre pilier du discours ambiant, la transition verte de la Chine. Ah oui, la Chine, le futur leader de l'écologie comme on nous la présente souvent. C'est ça. Et l'article, lui, il qualifie cette idée de gros mensonge. Carrément. Oui. Il rappelle des faits assez têtus. Aujourd'hui, la Chine reste massivement, et j'insiste sur massivement, dépendante des énergies fossiles. On a des chiffres là-dessus? Oui. En 2011, elle représentait 92% de son énergie. En 2023, après des investissements énormes dans le solaire et l'éolien, ce chiffre était encore de 87%. La baisse est minuscule en plus de 10 ans? Elle est marginale. Et l'auteur ajoute un détail historique assez piquant pour mettre les choses en perspective. Il y a 50 ans, 40% de l'énergie chinoise provenait de ce qu'on pourrait appeler des renouvelables. Ah bon? C'est surprenant. Sauf que ce n'étaient pas des panneaux solaires, c'était du bois et de la bouse que la population, alors très pauvre, brûlait pour survivre. D'accord, je vois. L'enrichissement spectaculaire de la Chine, qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, s'est fait quasi exclusivement grâce au charbon, au pétrole et au gaz. Donc, d'après l'article, présenter la Chine comme un modèle de transition verte, c'est ignorer la réalité de son développement. Et de notre côté, en Europe, on fait mieux. L'article prend un cas d'étude très précis, l'Allemagne. L'Allemagne et sa fameuse Energiewende, la grande transition énergétique. C'était présenté comme le modèle à suivre pour le monde entier. Aujourd'hui, le ton a bien changé, même au sommet de l'État allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'article cite le chancelier Friedrich Merz, qui fait un constat sans détour. L'Allemagne a réalisé, je cite, « la transition énergétique la plus chère du monde entier ». Le mot coûteux revient sans cesse. Et l'auteur explique d'où vient une grande partie de ce coût exorbitant. C'est la fermeture des centrales nucléaires. En plein dans le mille, l'Allemagne a décidé, pour des raisons principalement idéologiques, après Fukushima, de fermer prématurément ses centrales nucléaires. Des installations qui étaient fiables, qui ne produisaient quasiment pas de CO2 et, point crucial, Qui étaient déjà payés, amortis. et pour compenser cette perte de production massive et surtout stable,
Ils ont fait comment? Ils ont dû se reposer massivement sur le charbon, surtout le lignite, qui est très polluant, et sur le gaz, notamment russe, avant la crise ukrainienne. Avec quelles conséquences? Elles sont multiples. D'après l'article, les émissions de CO2 du secteur électrique ont augmenté par moment, les prix de l'électricité ont explosé, pénalisant les ménages et l'industrie lourde, et la sécurité énergétique du pays a été fragilisée. Au point que le chancelier lui-même le regarde aujourd'hui. Oui, Merz admet que sortir du nucléaire dans ces conditions était une grave erreur stratégique. L'article présente ça comme la leçon parfaite, quand une politique est guidée par la peur et l'idéologie plutôt que par le pragmatisme. Le résultat est souvent l'inverse de l'objectif recherché. Et ce mot coûteux, c'est la transition parfaite. Parce que si même un pays aussi riche que l'Allemagne peine à financer sa transition, qu'en est-il au niveau mondial? Ah, l'aspect financier. L'article montre que c'est justement là que le bât blesse le plus. On passe des grands principes à la dure réalité des chiffres. L'auteur rappelle cette fameuse promesse des pays riches, c'est ça? Exactement. Fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour les aider dans leur transition climatique. Une promesse qui n'a jamais vraiment été tenue. Non seulement elle n'a pas été tenue, mais l'article va plus loin. Il explique que le peu d'argent qui a été versé était souvent un remballage de l'aide au développement qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on a juste changé l'étiquette. C'est un peu ça. On a pris de l'argent qui devait servir à construire des hôpitaux ou des écoles, et on a juste collé une étiquette « climat » dessus. Au final, ça n'ajoute aucune ressource nouvelle pour les pays qui en ont le plus besoin. Précisément. Et si l'argent public fait défaut, tout l'espoir reposait sur le capital privé qui devait prendre le relais en masse. On nous promettait un raz-de-marée de la finance durable. Et ce raz-de-marée n'a pas eu lieu. Selon l'article, c'est tout le contraire. Le capital privé s'est, je cite, quasiment retiré des projets d'énergie renouvelable dans beaucoup d'endroits. Mais pourquoi? La raison est simple. Les investisseurs perçoivent des risques trop élevés pour des rendements trop incertains et souvent trop dépendants de subventions publiques qui peuvent changer. L'enthousiasme du début est retombé. Donc, l'idée que l'Urshi allait naturellement et massivement basculer vers le vert était... Un peu trop optimiste. C'est ce que l'auteur conclut avec une métaphore assez parlante. Ce qui était présenté comme un mouvement de fond inévitable ressemble maintenant davantage, selon lui, à une simple anomalie passagère dans l'histoire de la finance. Le grand réalignement du capital n'a pas eu lieu. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, les politiques reculent, l'opinion se désintéresse, les grands récits sont remis en cause, et l'argent ne suit pas. Qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? La thèse centrale de l'article, c'est que ce passage d'une stratégie basée sur la peur à ce qu'il appelle un réalisme modéré, ce n'est pas un échec, mais un progrès. Un progrès. Oui, l'auteur soutient que la peur a mené à une déconnexion avec le public et à de très mauvaises décisions politiques, comme le montre l'exemple allemand. Le retour de bâton actuel était donc inévitable et, d'une certaine manière, salutaire. Et donc, que propose l'auteur Björn Lomborg pour la suite? Si la stratégie de la peur a échoué, on fait quoi? Il propose de renverser complètement la logique. Au lieu de se concentrer sur des restrictions coûteuses, il suggère que la priorité absolue devrait être de fournir une énergie abondante, fiable et bon marché au plus grand nombre. C'est l'inverse de ce qu'on entend d'habitude. Pourquoi cette approche? Parce que selon lui, l'énergie bon marché, c'est le moteur de la prospérité économique. Et c'est cette prospérité qui finance l'éducation, la recherche et donc l'innovation. C'est elle qui nous a donné les outils pour réduire de 97% la mortalité liée aux catastrophes. Donc, il faut d'abord s'enrichir. Pour avoir les moyens d'innover et de s'adapter, en somme, c'est l'innovation, à terme, qui nous permettra de développer les technologies vertes de demain qui seront, elles, véritablement efficaces et abordables pour tous. C'est une perspective qui change complètement la hiérarchie des priorités. On ne part plus du climat pour aller vers l'économie, mais de l'économie pour un jour résoudre le problème climatique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. L'article nous dit de miser sur la prospérité maintenant pour financer l'innovation de demain. Mais si tous les modèles politiques et financiers qu'on a essayés, s'ils semblent vaciller, comme le décrit l'article, à quoi pourrait bien ressembler une innovation pour un avenir plus vert qui soit à la fois efficace, réaliste et surtout finançable à l'échelle mondiale? C'est sans doute le nouveau grand défi qui se dessine.